3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Bastien Dreux est avec nous ce soir en plateau, le responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR Asset Management. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Je rappelle au passage l'ouvrage collectif de la recherche de CPR apparaître, je crois, aux éditions de Box Supérieure la semaine prochaine. Turbulence dans l'économie mondiale, donc un exercice prospectif sur ce nouveau monde en formation, on le dira comme ça, Bastien, coécrit avec Juliette Cohen et Laetitia Baldeschi chez CPR Asset Management. Bertrand Puif avec nous en plateau également. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes gérant action internationale chez Fidelity. Et Gilles Guibou avec nous également ce soir. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le responsable des actions européennes chez AXA IM. Parlons de l'Europe justement en ce jour de record historique pour le CAC 40. Alors, on suit ça dans l'émission jour après jour et c'est évidemment passionnant de suivre au quotidien les marchés financiers, mais je reste convaincu que 99% des gens ont d'autres passions que de suivre au quotidien les marchés financiers, sauf quand c'est leur métier en l'occurrence. Donc je voulais qu'on prenne un peu de hauteur. Record historique du CAC 40. Le précédent record datait d'il y a à peine un an, 5 janvier 2022. Le record du jour intervient au moment où on va marquer la première année de guerre d'Ukraine, à compter du 24 février 2023, par rapport au 24 février 2022. Des taux qui sont passés de 0 à 3% sur la période. Et même, on marquera en mars 2023 les 3 ans de la crise pandémique, en tout cas du point bas de mars 2020, qui était le point bas déclenché par la crise pandémique. Et donc j'ai repris quand même quelques performances de marché depuis ce point bas de mars 2020. Le CAC 40 double sur la période, plus 100%. Le Nasdaq américain, j'ai fait le choix de prendre le Nasdaq comme référence. C'était quand même l'indice leader des 10 années précédentes. Le Nasdaq fait plus 80%. J'ai regardé l'effet de change qui reste marginal et qui n'explique pas l'écart, les 20 points d'écart que le CAC 40 met au Nasdaq sur la période. Est-ce que le CAC 40 est devenu le nouveau Nasdaq, Gilles ? C'est effectivement intéressant de remettre les choses en perspective. Quand on regarde ce qui se passe, effectivement, on a le CAC 40 qui fait un plus haut. Mais il ne fait pas un plus haut par hasard, puisqu'en fait, quand on regarde, il se trouve que les résultats du CAC 40 en agrégé font aussi un plus haut. Et que les choses sont bien faites. Dans la durée, les cours de bourse suivent les résultats des entreprises. Et donc, avoir à un moment donné un marché au plus haut quand les résultats sont au plus haut, c'est pas complètement étonnant. Alors c'est vrai, il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé entre-temps, depuis un an, qui fait qu'on est à peine au-dessus du niveau d'il y a un an. C'est qu'en fait, il y a un an, quand on se parlait à cette époque-là, le marché, il ne se payait pas 13 fois les résultats, il se payait plutôt 17 fois les résultats. Donc, on a un marché qui est beaucoup moins cher qu'il y a un an, alors que les résultats ont monté, et parce que les résultats ont monté, parce qu'en réalité, alors qu'on est au même niveau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en fait, entre-temps, les taux ont monté. Et donc, les taux, ils sont importants quand on valorise une entreprise, puisque en réalité, ils vont avoir un impact sur le prix qu'on est prêt à payer, le nombre d'années en fait qu'on va être prêt à payer ces résultats. Et donc en réalité, pour des résultats qui sont aussi importants, en fait aujourd'hui on paye beaucoup moins cher. Donc aujourd'hui, effectivement, on avait un marché action en début d'année qui était pas très cher pour une masse de résultats. Aux États-Unis, ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, aux États-Unis, il y a un an, on ne se payait pas 18 fois, on se payait plutôt 25 ou 26 fois. Le S&P, ouais. Le S&P. Ah ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu des résultats d'entreprises qui, pour le coup, en masse, ont affiché certes une croissance, mais plutôt inférieure, parce qu'on a certains poids lourds du Nasdaq qui finalement finissent par rentrer dans le rang, parce qu'ils se mettent à payer des impôts, parce qu'ils commencent à payer un peu plus de charges. Et dans le même temps, ce multiple de valorisation qui avait été complètement inflaté par les taux, en réalité, comme on a des résultats qui, là, pour le coup, n'ont pas progressé en masse ou très marginalement, on a eu cet effet des taux qui s'est reflété de manière bien plus importante sur le Nasdaq. Et donc, on a eu effectivement un multiple du Nasdaq qui est passé de, corrigez-moi, mais je crois que de mémoire, c'est à peu près 25-26 fois à aujourd'hui 17 ou 18. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à 17 ou 18, on est encore un tout petit peu au-dessus des moyennes de long terme pour le Nasdaq, alors qu'on nous annonce encore, et les données qu'on a eues récemment aux États-Unis laissent penser que la Banque centrale va effectivement poursuivre son resserrement monétaire. En Europe, même si on a un peu de resserrement, en réalité, le niveau actuel du CAC 40 et les multiples européens sont en dessous des moyennes de long terme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire concrètement que, peu de choses près,
on peut s'accommoder de taux un peu plus élevés. Parce qu'en fait, on est en dessous des moyennes de long terme. Autre élément qui a quand même fondamentalement changé depuis un mois, c'est qu'il y a un mois, on se voyait il y a un mois, et qu'est-ce qu'on avait il y a un mois ? C'était des craintes parce que on était en plein hiver, qu'il allait faire froid, qu'on allait consommer les stocks de gaz. En fait, un mois plus tard, il a fait chaud et on n'a pas consommé les stocks de gaz, donc on aura beaucoup moins à les reconstituer. On va sortir de l'hiver, je sais pas, avec 50% de stock de gaz, quand d'habitude on était à 20, 30 peut-être, c'est ça ? Potentiellement. Ouais. Potentiellement, et donc on n'aura pas. Donc non seulement on n'a pas une pression immédiate, mais la pression qu'on attendait pour la fin d'année sera bien moindre. Donc ça, c'est quand même très bon pour l'économie européenne dans son ensemble. Deuxième point, qui a été une très bonne surprise, on se disait, la Chine va finir par réouvrir. Non, la Chine n'a pas fini par ouvrir, elle a rouvert du jour au lendemain de manière complètement inattendue. Et quand on a en Europe l'économie la plus ouverte sur le monde et la plus exposée à la Chine, en gros, l'Europe, c'est 50% des résultats qui sont faits hors d'Europe, avec les États-Unis qui pèsent 20%, et la Chine qui pèse à peu près autant. Et donc la Chine qui est aussi le premier contributeur au PIB global. Finalement, on a des perspectives où on se disait, il y a un mois, on va être en récession, et donc on va devoir réviser les résultats 2023 à la baisse. En fait, finalement, on n'est pas en récession, et là où on disait, on part de zéro, on est plutôt en train de les réviser à la hausse. Alors, est-ce que pour autant, c'est comme ça qu'on va finir l'année ? Attends, on y viendra, on verra à la fin de l'année. On a encore un peu de temps. Je voulais déjà. Non, mais on va célébrer 3 ans de surperformance du CAC par rapport au Nasdaq. Alors vous direz, je manipule le point de départ, je prends mais je prends le même point bas pour tout le monde. Mais c'est vrai. Dans l'histoire, c'est quand même 3 ans de surperformance de l'Europe. Mais en plus, on part d'une situation où l'Europe, parce qu'il y avait des problèmes politiques, l'Europe, parce qu'on est plus proche de. Il y en a toujours. On est plus proche de. Non, mais on est plus proche de Kiev. Je veux dire, tout à l'heure, je voyais une société tout à l'heure qui me disait, quand il était aux États-Unis récemment, un directeur financier d'une grande banque française qui me disait, j'étais aux États-Unis et la crainte des Américains, c'est de dire, en fait, Paris est plus proche de Kiev que Atlanta de New York. Donc, en gros, c'est de dire, on est quand même toujours prudent sur l'Europe. Le fait c'est que tout le monde était sous-pondéré sur l'Europe pour des très bonnes raisons. On avait un dollar ou on avait un euro qui était au plus bas, et donc ça coûtait rien de se réexposer à l'Europe. Et en fait, on est toujours des situations où aujourd'hui, en fait, on est sous-pondéré, et du coup, on commence à pouvoir se repondérer de manière un peu plus importante. Donc il y a une conjonction d'éléments. Ouais, j'entends. Voilà. Est-ce que le CAC, c'est le nouveau Nasdaq ? Bertrand. Non, mais c'est la question fait sourire. Il y a pas mal de sociétés du CAC 40, évidemment les sociétés de luxe, qui sont sensibles à la réouverture chinoise. Après, quand on regarde la réouverture chinoise et qu'on prend ces chiffres, qui sont des prévisions, mais entre 4 et 5% de croissance du PIB chinois, avec un gros effet de rattrapage cette année, c'est évident qu'il va y avoir un aspect inflationniste sur les matières premières qui va toucher tous les pays. C'est-à-dire qu'il y a déjà des matières premières comme le cuivre qui avaient commencé à baisser sur les craintes de récession et qui ont amorcé un rebond assez spectaculaire. Donc on revient dans une perspective, on ne peut pas avoir à la fois la Chine qui tire les valorisations notamment du CAC et en même temps dire non mais il n'y aura pas d'impact sur l'inflation, donc pas d'impact sur les taux longs et donc pas d'impact sur les multiples. Parce qu'on en est bien là, c'est-à-dire que nous on considère, et c'est vraiment une conviction extrêmement forte chez nous, qu'on n'est clairement pas sorti de la spirale inflationniste. Donc la boucle retour de la réouverture chinoise vous inquiète là ? Exactement, c'est-à-dire que là on était dans un cycle où on se disait l'inflation par les matières premières, il semble que ça commence à se stabiliser, voire à baisser, ce qui était le cas avant la réouverture de la Chine, donc on va dire avant 3 semaines. Et puis on se disait, maintenant le risque, c'est que ça se contamine les salaires, et il va falloir bien être prudent là-dessus, et donc on regarde effectivement, est-ce que le taux de chômage y remonte, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, etc., ou des choses comme ça. Et puis là, en fait, avec la réouverture de la Chine, et la manière dont on nous l'explique, que ça va être extrêmement violent, que le consommateur qui a quasiment 6% de revenus disponibles qu'il a accumulé au cours des confinements à dépenser, ça va être extrêmement violent. Le marché immobilier, il va falloir qu'il reparte parce que le PIB ne repart pas si le marché immobilier ne repart pas. C'est 40% du PIB, la construction. Donc, effectivement, tout ça, ça va faire qu'au final, on n'est plus dans ce schéma-là. On revient au point de départ qui est, attention, on est encore dans ce risque inflationniste lié aux matières premières. Et donc, à partir de là, pour nous, les taux de la Fed, ils vont se stabiliser à des niveaux élevés. Alors, est-ce que ce sera, comme le dit l'ancien gouverneur de la Fed de New York, à 6,5 ? Peut-être, ce n'est pas le consensus. Le consensus est à 5. Mais même si on se stabilise à 5, on va y rester pendant plus longtemps que prévu. Et ça, c'est vraiment, nous, notre conviction, c'est de dire qu'on se stabilise à 5, 5,5 ou 6, on va y rester pendant beaucoup plus longtemps que prévu. Et ça va avoir un impact sur les taux longs. Les taux longs à 3,75, alors, déjà, ils avaient fait un plus haut récent à 4,20, donc on a le potentiel de remonter à 4,20. Mais même en dehors de ça, si on analyse 50 ans d'histoire des taux, on a normalement des taux réels en moyenne à 2%.
Donc si on a une inflation, prenons même l'inflation corps, normalisons-la vraiment fortement à 4%. En disant 4%, c'est bien aussi pour les marchés, c'est bien pour les sociétés, etc. Mais 4%, plus 2% donc pour avoir donc des taux réels à 2, on est à 6. 6 sur les taux américains, on est à 3,75 aujourd'hui. Avec des taux à 6, on ne peut pas avoir des multiples qui s'inflatent. J'entends. Ça me ramène à mon histoire de record du CAC. C'est-à-dire que ce qui a amené le record du CAC il y a un an, ce ne sont pas les mêmes secteurs et pas forcément les mêmes entreprises que ce qui amène le record du CAC aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que les taux et l'inflation, c'est pénalisant pour un grand nombre de secteurs, de grosses entreprises, etc. Mais, et on le voit, et on le constate par l'expérience des derniers mois et des derniers trimestres, c'est aussi très bon pour certains secteurs, certaines industries, et qui vivent très bien avec des taux un peu plus élevés et un peu plus d'inflation. Le CAC ne sera pas mort s'il y a un changement de leadership et que Total, ce qui était le cas il y a 5 ou 6 ou 7 ans, tirait donc l'indice jusqu'à ce que le prix du marché du pétrole se retourne. Effectivement, Total a un tel poids dans l'indice que si le pétrole, et là effectivement c'est un des rares secteurs qui de notre point de vue mérite un re-rating, compte tenu des cash flows qui sont délivrés, effectivement des bilans qui sont extrêmement sains, des dividendes qui sont payés et des perspectives, là encore, sur le pétrole qui reviennent à ce qu'on disait sur les matières premières. Je rappelle que la Chine qui réouvre, c'est entre 1,5 et 2 millions de barils jour additionnel, entre 1,5 et 2 millions de barils, 1,5% et 2% de demandes additionnelles de pétrole. À un moment donné où l'Arabie Saoudite nous dit la perte de production sur nos champs est un peu plus importante que prévu. C'est pas eux qui nous le disent, c'est les techniques, c'est les sociétés Subsea 7, les sociétés de services. Parce qu'elles reçoivent, elles ont des carnets d'ordre qui sont en train de se reconstituer et qui viennent justement des gens de l'OPEP qui ont des problèmes de renouvellement de réserve. Donc c'est vrai qu'effectivement, si ce cas de figure-là se déroule, il y aura sans doute un peu moins d'upside sur LVMH ou d'autres noms du luxe ou de la consommation, mais sans doute beaucoup plus sur Total. Et c'est là où il y a l'enjeu, si on se résume sur le CAC, l'enjeu c'est effectivement est-ce que Total peut devenir le nouveau leader ? Et puis il faut rajouter les banques. Et les banques, exactement. Tout à fait. Et les banques. Et les banques qui, dans un environnement de remontée. Je ne veux pas qu'on reste trop restreint au CAC 40. Je reviens à ma question initiale, Bastien. Est-ce que l'Europe, c'est le sweet spot du moment ? Est-ce que le regard des investisseurs non résidents a des raisons de changer vis-à-vis de l'Europe ? Est-ce qu'il y a un cas d'investissement un peu structurel sur l'Europe qui est en train d'évoluer ? Oui, en ce moment, oui. On peut, j'essaie de rebondir sur votre question, sur l'attrait des non-résidents. On a déjà mentionné le fait que l'euro était très bas début novembre. La parité euro-dollar était à 0,97. On est reparti quasiment jusqu'à 1,10, on est revenu jusqu'à 1,07. Bon, là, il y a le différentiel de taux entre l'Europe et les États-Unis qui a fait que l'euro s'est apprécié. L'une des raisons qui n'est peut-être pas souvent mentionnée, c'est qu'on parle souvent de la corrélation négative entre le dollar et le pétrole. Et en fait, ce qui s'est passé en 2022, c'était une crise énergétique avec des prix de l'énergie qui étaient extrêmement élevés, donc des rentrées budgétaires qui étaient extrêmement élevées pour les États gaziers et pour les États pétroliers. Et généralement, dans la théorie économique, on explique cette corrélation négative par le fait que quand il y a des rentrées budgétaires, des rentrées fiscales extrêmement importantes pour les États gaziers et pétroliers, il y a ensuite un recyclage des pétrodollars ou gazodollars. Et il y a certainement eu, sur les 2-3 derniers mois, une partie du mouvement qui peut s'expliquer par le recyclage des gazodollars ou des pétrodollars, quoi. Ce qui explique que, par exemple, le Qatar veut racheter le Manchester United, et ça fait partie de... Mais je pense que ça y participe, tout ça. C'est le fait que les rentrées fiscales sont extrêmement élevées pour ces États-là. Donc effectivement, ça a pu être... faire en sorte que les marchés européens étaient une sorte de sweet spot sur les dernières semaines. Après, je pense qu'il faut quand même réinsister sur ce qu'on a dit tout à l'heure, sur le fait que l'un des contributeurs, c'est le fait que la météo était très clémente. Et le fait que, et c'est une mauvaise nouvelle sur le long terme, parce que ça veut dire que le changement climatique est bien là, parce qu'on voit fin décembre 19 degrés à Varsovie, c'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle. En tout cas,
au niveau conjoncturel, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et on a vu les stocks de gaz qui, en plein hiver, se mettent à remonter. On n'a juste jamais vu, quoi. Donc, en fait, cette histoire de pénurie de gaz, elle a été complètement abandonnée. Il y a aussi eu, parce qu'on en parle un petit peu moins, la consommation d'électricité. La consommation d'électricité a très fortement chuté, notamment en France, sur le début du mois de janvier. Par rapport à un mois de janvier traditionnel, on était 2 fois en dessous. Donc, on avait vraiment une consommation qui était largement en dessous. Et finalement, tout cet état d'esprit extrêmement catastrophiste et alarmiste qu'on avait sur la fin de l'année 2022, où on se disait on aura peut-être des pénuries de gaz, on aura peut-être des pénuries d'électricité, finalement, on ne l'aura pas sur janvier 2023, sur février 2023. C'est quelque chose, sauf à ce qu'on ait du moins 20 degrés à Paris la semaine prochaine. Et ce qui est intéressant dans ce risque de chaos énergétique, c'est que oui, on a bénéficié du facteur chance météo, mais avant cela, j'imagine pas que les entreprises et les dirigeants d'entreprises se sont dit on croise les doigts pour qu'il fasse pas trop froid cet hiver. Toutes les boîtes ont accéléré les plans de sobriété, les plans d'efficience, les plans d'efficacité. Les États ont mis en place des substitutions qu'on pensait impossibles en 6 mois. On nous disait il faut 2-3 ans pour construire un terminal LNG, quand bien même flottant. Tout ça a été mis en place. Enfin, il n'y a pas juste le facteur météo, ce que je veux dire, dans la résilience de l'économie européenne. C'est une très grande réussite de l'Europe d'avoir. Mais ça, c'est quand même une force structurelle qu'on a gagnée en quelques mois, en quelques trimestres. Ça, c'est indéniable. Mais après, je dirais quand même qu'il y a une deuxième chance quand même. Il y a la météo, mais il y a aussi le fait que en 2022, la Chine tourne très mal et que ça se passe très mal en Chine. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la Chine a importé beaucoup moins de gaz naturel liquéfié en 2022, alors que ça n'arrêtait pas d'augmenter. Et là, finalement, cette demande de LNG sur 2022 de la Chine, elle a fortement baissé. Et l'Europe a aussi a aussi bénéficié de cette demande chinoise qui tout d'un coup s'est évaporée en 2022, mais elle va revenir en 2023. Et on parlait tout à l'heure de l'effet sur les matières premières. Donc il y a le pétrole, il y a le cuivre. Sur le cuivre, c'est très impressionnant. Sur le pétrole, pour l'instant, c'est un peu moins impressionnant. Mais sur les trimestres qui arrivent, c'est pas quelque chose d'imminent, mais sur les trimestres qui arrivent, c'est ça qu'il faudra regarder. C'est les importations de gaz naturel aussi de la Chine, parce que ça pourra tirer sur les prix dans 2, 3, 4 trimestres pour l'hiver prochain. Parce qu'en fait, maintenant, l'enjeu pour l'Europe, c'est l'hiver prochain. Bien sûr. Cet hiver, il est passé, c'est une réussite, et c'est ce qui est salué notamment largement. Mais sur l'impact de la réouverture chinoise, je vois dans le marché qu'on a très vite joué la reprise de la consommation, le luxe, les casinos à Macao, les valeurs ont pris 100%, 150%. On a tout de suite anticipé la fin de l'histoire de ce point de vue-là. Sur les matières premières, comme vous dites, le marché est un peu plus mesuré sur... Et ça dépend des matières premières. Voilà. Et les matières premières très industrielles, comme on le disait tout à l'heure, le cuivre, les métaux sont repartis très fort, quoi. Et les métaux ont vraiment suivi sur, on va dire, les 12-18 derniers mois, vraiment ce qui se passait en Chine. Quand il y a eu 2 grandes jambes de baisse des prix des métaux en 2022, ça a été initié à chaque fois par des mauvaises nouvelles de la Chine, quoi. Les mauvaises publications de PIB, mauvaises publications de production industrielle ou dans au détail. Et c'est ça qui a fait vraiment fortement baisser le prix des métaux. Et là, on s'aperçoit qu'à partir du moment où les premières annonces régionales de réouverture en Chine, c'était en novembre, puis ensuite les annonces nationales, c'était en décembre, là, c'était vraiment des points de départ de la remontée du prix des métaux. Et en tout cas, pour certaines matières premières, on voit qu'il y a quand même un impact de la réouverture de la Chine, quoi. Après, sur le pétrole, c'est moins impressionnant parce que la Chine n'a pas arrêté d'importer du pétrole. Acheter du pétrole. Oui, mais les importations, de manière générale, elles étaient en progression très très forte sur les dernières années. Elles se sont stabilisées sur les années Covid. Bon, après, ça va repartir, notamment avec l'aérien, parce qu'il y a eu quand même une grosse contribution de la demande de l'aérien, notamment en provenance de Chine. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit là sur les chiffres un peu de haute fréquence. Quand on regarde les vols commerciaux, ça sur les derniers jours, c'est vraiment sur les derniers jours qu'on est pour la première fois repassé au-dessus des niveaux d'avant Covid à la même période de l'année. C'est la première fois. Et ça, fatalement, ça va jouer, c'est du kérosène, quoi. Ça va jouer sur le prix du pétrole à un moment donné, quoi. Bon, que disent les entreprises, messieurs? Gilles, on est en pleine période de publication de résultats. Qu'est-ce qui vous a accroché l'œil là dans les discours, les résultats publiés jusqu'à présent? C'est quand même une certaine mesure, on va dire. Alors,
hormis le luxe, mais des sociétés de consommation qui ressentent quand même un peu plus les effets de l'inflation avec des ventes. Ce matin, on a eu Nestlé. Baisse de volume. Baisse de volume. Ouais. Et on avait vu la même chose. Ils ont monté les prix de 15%. Hein. Tout à fait. Mais du coup, on voit bien qu'à la fin, quand même, la consommation, il commence à avoir quelques petites fêlures. Alors, on va voir ce que ça va donner. Donc, plutôt une consommation qui reste peut-être un peu plus impactée. En revanche, ce qui ressort des résultats, mais surtout des perspectives, parce que c'est ça qui va nous intéresser, c'est que la thématique qui est en train de s'installer pour plusieurs années, en réalité, c'est celle dont on vient de parler, qui est liée en fait au réchauffement et surtout en fait au corollaire, qui est l'électrification de l'économie. On le voit ce matin avec les résultats Schneider. Schneider, normalement, c'est une société qui croît entre 4 à 6%. Là, ce matin, ils annoncent une croissance pour l'année à venir plutôt aux alentours de 9-10, donc 2 fois le consensus. Et quand on regarde les Rexel, quand on regarde les Prysmian, les Nexans, il peut y avoir ici ou là des petits effets de marge parce qu'il y avait compte tenu des disruptions dans les chaînes d'approvisionnement sur l'année passée, on a des endroits où les marges étaient sans doute un peu trop élevées, ça va se normaliser. Mais sur plusieurs années, cette thématique autour de l'électrification et donc tout ce que ça va entraîner en termes de travaux, d'infrastructures, de recréation de lignes. On l'a vu au travers des plans de Iberdrola, mais on l'a vu aussi avec ce qu'a déclaré le patron de Nexans il y a 2 jours lors des résultats. En fait, il s'agit de reconstruire tout ce qui a été construit en réseau électrique depuis. Mais oui. Donc pour cet écosystème, pour le coup, on peut avoir des doutes sur l'évolution du marché à court terme, sur le fait qu'il soit monté. Maintenant, dans une optique pluriannuelle, on en a déjà parlé assez longuement ensemble, je pense que c'est effectivement le segment de marché qui aujourd'hui offre des très très bonnes perspectives pour des valorisations qui, à ce stade, restent plus que raisonnables. Parce qu'on est sur des multiples qui sont proches des multiples de longue période, c'est-à-dire des valorisations qui sont suivant les titres, entre 14 et 18 fois. 18 fois, c'est pas très cher si on considère qu'en réalité, il y a de la croissance. Ça veut dire qu'en fait, en 2 ans, on a récupéré... Mais je reviens, ces boîtes-là qui intéressaient personne il y a encore quelques années, qui sont en train de changer de régime de croissance bénéficiaire. Non, mais je reviens à mon histoire de sweet spot européen, de leadership, d'atout structurel, de regard qui change. Encore une fois, je pense que la mesure qu'on peut avoir sur l'Europe, elle n'est pas forcément... à long terme, elle est plus à court terme de dire ça va très vite et il y a des éléments techniques. Mais moi, je pense que dans le marché, je veux dire, comme au moment les pires après 2008 et de la crise des États souverains, plus personne ne voulait acheter en Italie. Si en Italie vous achetiez du Essilor Luxottica, vous n'avez pas vu la crise. Hein. Donc encore une fois, ça met en avant une chose, ça plaide pour une chose quand on investit en bourse. J'ai plaidé pour ma paroisse, pour la sélection de titres. Je veux dire. Effectivement, je pense que quand on veut s'intéresser à la bourse, il faut faire au moins autant d'efforts que quand on s'achète une télé. Oui, c'est-à-dire prendre le temps... Même du point de vue de la sélection de titres, pour un investisseur global, l'Europe devient un territoire de croissance. Mais comme ça, non. Gilles, il y a 10 ans, c'était les banques européennes. Ça faisait rêver personne. Mais parce qu'on regardait les banques, parce que c'était les gros poids. Mais je veux dire, moi, dans le portefeuille, si on avait des titres, je veux dire, quand je suis arrivé chez AXA, un des premiers titres que j'ai acheté, ça valait 17 € en mars 2007. C'est un truc qui s'appelait ASML. Mais voilà, ça vaut 600. J'ai fait le Nasdaq. J'ai acheté du Dassault Systèmes, on a acheté du LVMH à la même époque du L'Oréal. Ça faisait le Nasdaq. Non, mais que les investisseurs européens investissent en Europe, c'est une chose. Moi, je veux que le reste du monde investisse en Europe. Et on a acheté sur le truc dont on a déjà parlé, qui est un truc qui est complètement improbable parce qu'il n'y a pas eu de croissance, qui s'appelle le STAR italien, qui est l'indice des mid-cap. Ça fait mieux que le Nasdaq depuis 2000. C'est toujours vrai, ça? C'est un peu. Parce que vous me le dites à chaque fois, mais ça reste vrai. Faut regarder. Non, mais j'ai regardé il n'y a pas longtemps, mais ça reste pas très bon. Donc, non. En Europe, il y avait de quoi faire de l'argent. Effectivement, on avait un problème en Europe, c'est qu'on avait un truc qui s'appelait les banques, qui était 30% de l'indice, et qu'on fait face à une transformation réglementaire qui était juste massive. Ça nous a plombé. Une petite stat que m'a apporté un de vos confrères l'autre jour, alors qui regardait le top 10 au sein de l'indice européen Eurostoxx 50 ou autre, la croissance bénéficiaire moyenne sur les 3 dernières années du top 10 européen aujourd'hui, elle est de 10%. Vous prenez le top 10 d'il y a 10 ans, c'est une croissance qui est de 4%.
2 fois inférieur. Non mais ça montre aussi, à travers la structure des indices qui évoluent, etc., des entreprises qui pivotent, qui sont bien positionnées, qui récoltent les fruits de leur vision stratégique. Ça nous dit quelque chose aussi du régime de croissance et du statut des indices européens qui est peut-être en train de changer aussi, de ce point de vue-là. Alors, c'est vrai qu'en Europe, malheureusement, il n'y a pas encore vraiment de cohérence entre les indices. C'est-à-dire qu'entre l'indice britannique, l'indice CAC 40, le MIB, donc l'indice italien, voilà, et puis le DAX, il n'y a pas énormément quand même de zones de recoupement. Donc c'est vrai qu'il faut savoir de quel indice on regarde. Donc, après, moi étant effectivement investisseur value ou contrariant, je ne vais pas forcément aller regarder ce qui a le mieux marché. Donc le CAC, et bravo à toutes ces sociétés qui ont porté le CAC. Je vais plutôt aller regarder, par exemple, aujourd'hui, le marché britannique, qui traite à 10 fois, avec énormément dans la composition de financières et de matières premières. Et là, je dis, effectivement, si on a raison, nous, sur notre call inflationniste, c'est quand même très en retard par rapport à ces multiples historiques et même par rapport à des multiples qui sont ceux qu'on pouvait regarder dans les années 70 quand on était en stagflation. Donc, si vous voulez, et ces secteurs-là devraient être vraiment, peut-être certains, même en termes de multiples, doublés. Quand on a du pétrole à 6 ou 7 fois les profits, c'est pas du tout là où on avait dans les années 70. On est plutôt à 14-15 fois à l'époque. Donc, voilà. Donc, il y a un potentiel sans doute dans notre scénario très important sur l'indice britannique. Après, que va faire la devise? C'est une autre question, parce qu'il y a effectivement encore des problématiques qui sont liées à la scission avec l'Europe. Oui, parce que le marché britannique est au plus haut, enfin le FTSE est au plus haut en devise locale. C'est ça, voilà. Exactement. Mais pas effectivement en euros. Pas en euros. Pas en euros, voilà. Donc ça, c'est important à regarder. Donc est-ce qu'on veut des industrielles allemandes? C'est une autre question, on discutait tout à l'heure. Il y en a certaines, je crois que ça a été spectaculaire. C'est spectaculaire. Après, la problématique qu'il y a, qui est cette problématique énergétique, nous, on considère qu'effectivement, maintenant, il faut regarder l'hiver prochain, que la météo, c'est quand même un point d'interrogation. Et que aujourd'hui, les Allemands en tout cas dépendent du LNG. C'est pas forcément le cas effectivement des Italiens qui ont mis très vite en place des stratégies de substitution. Le LNG, effectivement, il a été peu cher parce qu'il y avait ce problème des Chinois qui ne le consommaient pas. L'année prochaine, enfin en fin d'année, sans doute que les Chinois ne vont pas reconfiner, donc non, bon, ils vont être là. Même niveau de stock aussi. Et là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'effectivement, les infrastructures en Europe, en fait, on a fait venir des barges de regazéification de LNG qui étaient en Asie, mais objectivement, et ça c'est technique, c'est un truc d'ingénieur, il faut entre 3 et 4 ans pour construire ce type de... Moi j'investis dans des sociétés norvégiennes qui le font, qui le construisent. C'est entre 3 et 4 ans. En particulier, vu aujourd'hui le niveau d'engorgement des chantiers en Asie, qui font que des containers, évidemment, puisque les containers, ça a bien marché, donc tout le monde a commandé des containers qui vont être délivrés pendant 3 ans, ou alors des navires de transport du LNG. Là, effectivement, il y a beaucoup de capacités qui vont arriver dans 3 ans. Mais toutes ces unités de regazéification, on va mettre un petit peu longtemps. Donc là, on a eu, effectivement, à court terme, on a trouvé des solutions qui ont permis de gérer la situation, de rendre ces solutions pérennes et de dire... Avec ces solutions-là, on peut considérer que l'industrie allemande va rester ce qu'elle est dans les 10 ans prochains. Là, effectivement, on n'achète pas ça. Pour nous, il va y avoir une grosse transformation. On a déjà des sociétés chimiques allemandes qui nous disent que l'essentiel de leurs investissements se feront plus en Europe. Alors évidemment, ils ne vont pas fermer en Europe comme ça parce qu'il y a une pression politique. Mais l'essentiel des investissements des BASF, par exemple, vous pouvez regarder ce qu'ils disent. Ils ont dit qu'ils downsizaient l'empreinte européenne. Oui, ça. Bon, voilà. C'est sûr qu'aux US, vous avez même à l'heure actuelle, avec le prix du gaz qui a baissé, le prix du gaz aux US, c'est $2 par MMBTU. En Europe, on est encore à 16. Et on est content parce que ça en vient de 70. Ouais. Mais bon, voilà, même si on normalise avant la crise, le conflit Ukraine-Russie, on était entre 8 et 12. Donc là-bas, vous êtes à 2. Et sur ce 2, il y a peu de risques que ça s'embrase parce qu'il y a un conflit entre le Texas et l'État de New York. Vous n'achetez pas le leadership européen sur la transition énergétique? Je pense qu'on est beaucoup trop tôt. Alors, on ne va pas parler d'hydrogène, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une émission, parce que là aussi, il y a quand même des choses qui sont assez aberrantes quand on entend que, soi-disant, ça va changer notre vie. C'est extrêmement compliqué de gérer l'hydrogène. Il y a déjà des pertes de conversion de 70%. Donc, c'est pas adapté à tous voilà, c'est ça. Toutes les industries, tous les modes de transport, mais ça peut être très pertinent. Voilà. Dans certains domaines. Aujourd'hui, ce que je reproche effectivement au leadership européen, c'est d'aller de manière très agressive dans certains segments, parce que politiquement c'est plus facile à vendre et c'est sexy, mais c'est pas forcément ce dont on a besoin. Nous, on a besoin en Europe d'une énergie de transition et qui soit pas le gaz russe.
Et voilà. Et cette énergie de transition, c'est quoi ? C'est le nucléaire. Et il faudrait un gros plan d'investissement dans le nucléaire. Je ne l'ai pas vu. On ferme pas, ok, ce qu'on devrait fermer. Alors, en passage, c'est encore la loi française. Pour financer la relance nucléaire. Il faut une relance. Oui, mais ça, vous le dites avec vos ingénieurs, ça prend du temps. Je ne suis pas un spécialiste, mais... Oui, mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas réimporter du gaz russe. Donc voilà, donc il y a quelque chose qu'il faut... Il fallait y penser avant. Je suis d'accord avec vous, il fallait y penser avant. Avant de déclarer la guerre à la Russie, mais sur les 9 derniers mois, encore une fois... Les efforts de tous ont été spectaculaires, en plus du facteur météo qui a permis la cerise sur le gâteau de... Voilà, on ne peut pas construire durablement là-dessus. D'accord. C'est bien, bravo, super, mais on ne peut pas construire durablement une transition là-dessus. Non. Voilà. Le stress test de 2022 sert de leçon de ce point de vue-là. Vos commentaires, Bastien, et puis il faut qu'on dise un petit mot de la partie américaine. Alors je ne sais pas s'il y a des éléments encore ajoutés. Alors moi, peut-être sur l'Europe... parce qu'on dit que l'Europe a beaucoup moins bien marché sur la décennie précédente, et en fait, il faut quand même parler du dividende Draghi, quoi, parce que si l'Europe a aussi beaucoup moins bien marché sur les marchés, c'est parce que l'économie européenne marchait beaucoup moins bien, c'est parce qu'on a eu, comme les États-Unis, la crise financière, mais au contraire des États-Unis, on a eu la crise de la zone euro, qui a fait que on se retrouvait en 2013-2014 avec un taux de chômage qui était encore extrêmement élevé dans la zone euro. Il y avait des pays comme l'Italie, comme l'Espagne qui digéraient, comme l'Irlande ou le Portugal qui digéraient la crise immobilière. Et ça prend vraiment beaucoup de temps à digérer, quoi. Et là, il y a eu donc un vrai changement de politique monétaire sous l'ère Draghi, et donc on bénéficie peut-être aujourd'hui. Là, on a quand même changé de monde. On a un taux de chômage qui est au plus bas depuis la création de la zone euro, et donc quand même, on peut saluer le fait qu'il y a une sorte de normalisation finalement de l'économie européenne, sans doute grâce à la politique de la BCE sur la décennie 2010. Mais non, mais merci de le dire aussi. Non, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, du coup, oui. Rappelons-le. Oui. Enfin, je sais pas, on a le droit de consommer aussi des bonnes nouvelles en Europe de temps en temps. Il faut aussi saluer sur le plan politique le fait que l'Europe a quand même beaucoup changé, quoi. Il y a beaucoup de blocages intellectuels qui sont tombés. Ça avance sans doute pas assez vite sur certains domaines, ça va pas assez loin dans certains domaines, mais on a une capacité. Mais ça prend le bon sens. Il y a une capacité de réaction qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait il y a 10 ans. Quand on repense à la crise de la zone euro, on était prêt à laisser tomber la Grèce, on était prêt à laisser ce pays faire défaut, et on était peut-être prêt dans l'idée à laisser l'Italie faire défaut, peut-être. Et tout ça, ça a complètement disparu, quoi. Et c'est là qu'on voit que l'Europe a complètement changé sur le plan politique, quoi. C'est une vraie révolution. À chaque fois, je me mets à la place d'un investisseur non résident, et ces changements-là, il faut du temps pour qu'ils soient perceptibles, intégrés aussi dans les logiciels et dans la programmation des investisseurs globaux. Et ça se voit bien sur la politique italienne, parce qu'on aurait pu craindre que le gouvernement Meloni fasse complètement exploser le spread, ce qui nous a fait peur, hein. Mais ça n'est pas arrivé, parce qu'il y a une sorte de normalisation aussi de certains gouvernements par rapport au lien avec l'Europe. La vraie bonne nouvelle, si je peux me permettre. Oui, allez-y, sans qu'on y ait. En réalité, tous ces changements que j'observe, c'est que moi, je suis plutôt convaincu qu'effectivement, il faut faire l'Europe. Mais jusqu'à maintenant, je vous ai toujours trouvé plutôt sceptique sur l'Europe. Mais bien sûr, non, mais c'est sûr, mais parce qu'il y a toujours beaucoup de critiques à faire contre l'Europe. Mais effectivement, je suis dans un état d'esprit où j'ai envie de voir les bonnes nouvelles de ce point de vue-là. Tiens, alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Moi, je vois ça comme une bonne nouvelle. Taux de chômage américain 3,4%, plus d'1,5 million d'emplois créés au mois de janvier. Revanche du consommateur après 2 mois de modération en novembre-décembre avec des ventes au détail qui étaient médiocres, moins 1%, plus 3% en janvier. Et je ne parle même pas des enquêtes. Service, ISM, repart. Morale des promoteurs immobiliers, ça se stabilise. Non, mais la question, c'est est-ce que l'économie américaine est en train de ralentir ou de réaccélérer, Bastien ? Elle n'est pas en train de réaccélérer. Elle n'est pas en train de réaccélérer. Alors, ce qui est plutôt sympathique pour les marchés financiers, c'est qu'on n'est pas en train d'aller vers une récession très dure, comme on a pu le voir en 2008. En revanche, il y a quand même des signaux qui sont négatifs. Parce que certes, l'ISM Service a rebondi, mais la tendance sur plusieurs mois, elle est quand même baissière. Et là, cet après-midi, il y avait l'enquête de la Fed de Philadelphie qui est tombée à des niveaux qu'on n'a jamais vus hors récession. Il est vraiment tombé comme une pierre, quoi. Et c'est des niveaux qu'on n'a jamais vus hors récession. Donc, les statistiques américaines en ce moment sont difficiles à lire, particulièrement en ce moment, parce qu'il y a des gros problèmes de désaisonnalisation. La saison
saisonnalité a changé, ce qui fait que ça a pu jouer sur le job report, sur les ventes au détail. Peut-être que les chiffres sont peut-être un peu trop bons sur janvier, qu'ils étaient peut-être pas assez bons sur D'accord, donc novembre le et sujet, c'est décembre. les corrections de variations Donc, saisonnières voilà, et c'est ça. d'ajustements Ça, techniques. Finalement, on ne sait pas forcément très bien où on en est, mais ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'il y a certains éléments assez objectifs et clairs qui se dégradent. Et j'en citerai deux. J'ai les enquêtes de la Fed auprès des banques au sujet des conditions de crédit. Ouais. Là, il y a quand même un resserrement des conditions de crédit qui est quand même très net aux États-Unis. Et ça, généralement, quand on voit ça, c'est pas quelque chose de positif pour l'économie. On l'a vu en Europe aussi, je crois, sur la fin On de l'a l'année. vu en Europe aussi, c'est vrai. Et puis après, la deuxième chose, quand on ne sait pas trop où on va, il faut regarder les flux de marchandises. Et là, on voit que les flux de marchandises qui arrivent dans les ports américains, à Los Angeles ou à Long Beach, il y a eu un décrochage depuis 3 mois qui est vraiment très fort, très net. Et puis, même chose avec le fret ferroviaire qui a aussi pas mal décroché. Donc là, c'est plus du transfert de marchandises intra-américain. Et c'est des indicateurs qui montrent que l'économie américaine n'est pas en train de réaccélérer. Donc il ne faut pas extrapoler les données d'emploi et de consommation. Non, parce que sur le job report, il y avait aussi des job report et vente au détail. Il y a des histoires de météo. Il a fait très beau aussi aux États-Unis. Et on a vu par exemple les ventes au détail, de la fréquentation des restaurants a très fortement monté sur le mois de janvier. C'est un tiers du chiffre quand même qui est sorti hier. Et puis il y a aussi sur le job report, il y avait au moins 150 000 des 500 000 créations d'emplois qui provenaient des bonnes conditions climatiques. Ça, c'est la Fed de San Francisco qui le dit. Ils ont un modèle de correction de météo. Et voilà, donc aussi là-bas, ça a joué un petit peu, et il ne faut pas non plus extrapoler ces chiffres-là pour l'économie américaine. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de raison que la Fed soit plus agressive, forcément ? La Fed sait quand même qu'elle vient de faire beaucoup. Ils ont resserré les taux de 450 points de base, et surtout, ils savent que l'impact sur l'activité, il se matérialise 12 ou 18 mois après. Ils ne savent pas quand, mais ils savent que c'est avec beaucoup de retard. Et ils savent que normalement, l'impact économique, il est censé arriver maintenant de leur resserrement monétaire. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas actuellement, même si les chiffres ont été un petit peu meilleurs, ils ne sont pas dans la surenchère en train de dire « Oula, on va remonter de 100 points de base les taux directeurs ». Là, par exemple, prudemment, John Williams, le président de la Fed de New York, a dit « Bon, les dots de décembre, finalement, étaient assez raisonnables et on pourra aller vers du 5 à 5,25 sur... » Il n'y a pas de raison qu'en marche, s'il y ait de réévaluation très forte. Pour le moment, on n'est pas là. Des projections faites par les membres. On n'est pas là. Puis en plus de ça, l'inflation décélère. Même si elle a décéléré moins que prévu, elle décélère et surtout, elle va décélérer sur les mois qui arrivent. Bon, un mot sur la partie américaine, je ne sais pas, Bertrand. Donc le scénario, c'est celui quand même d'un... alors, on m'a parlé de désinflation transitoire l'autre jour. Non, mais c'est-à-dire que le phénomène de désinflation ne serait que transitoire et qu'il y aurait une reflation qui viendrait à nouveau. Enfin, je ne sais pas, est-ce que c'est le schéma années 70 où ça commence à baisser puis ça repart à la hausse? Le schéma stagflation, de notre point de vue, la probabilité, elle augmente. Même si ce n'est pas le schéma, effectivement, qui est encore notre scénario central, sa probabilité a, de notre point de vue, significativement augmenté sur les dernières semaines. Notamment par le fait qu'on ne voit pas la Fed pivoter avant qu'il y ait une dégradation de l'emploi, que cette dégradation elle n'est pas là, mais qu'effectivement l'économie est en train quand même de ralentir. Il y a des signaux autres qui le montrent. Et donc on peut effectivement considérer qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas dans le marché, ce qui n'est pas du tout le consensus, ce scénario de stagflation, puisse être ce dans quoi on rentre. Et si on rentre là-dedans, effectivement, on peut y rester plusieurs années. Avec des impacts significatifs sur quel type d'allocation en termes de secteur. Évidemment, il faut favoriser les financières, l'énergie, sans doute peut-être plus les telcos. Les telcos aujourd'hui ont souffert parce qu'ils ont beaucoup de dettes, les taux remontent, même si effectivement il n'y a pas vraiment de problématique sur leur génération de cash flow. Mais bon, les gens sont ont pénalisé ce secteur. Dans un environnement de stagflation, pour le coup, on regarde les années 70, c'est un secteur qui a très bien performé. Donc, il peut y avoir des ajustements dans la gestion, en particulier la gestion value, qui, de notre point de vue, est qui devrait continuer à surperformer dans les années à venir. Il peut y avoir des ajustements en fonction de ces scénarios-là. Et on est en train, effectivement, de se rapprocher d'un scénario de stagflation. Bon. On conclut là-dessus, Gilles, oui. Un mot, je ne sais pas, sur les États-Unis. Sur les États-Unis... Peut-être, oui, effectivement, on voit bien que la normalisation qui s'est mise en place depuis quelques années, il en reste encore un peu à faire et que, effectivement, on a sans doute fait... Ça n'a pas l'air d'impressionner le marché. Enfin, en dehors des parties du marché qui sont concernées par l'histoire du taux terminal de la Fed, j'ai pas l'impression que ça concerne grand monde aujourd'hui.
Non. Pour l'instant, non, parce que c'est vrai qu'à court terme, il peut y avoir effectivement une décorrélation entre ce qui se passe à la bourse et ce qui se passe dans le quotidien des gens. Donc effectivement, la plupart des gens, alors peut-être un peu plus aux États-Unis, sont peut-être un peu plus concernés parce qu'ils sont un peu plus investis en actions, mais en Europe, effectivement, tout le monde s'en fout. Ouais. Bon. Mais on restera quand même sur le record du jour à Paris, hein, plus 0,9% pour le CAC. Voilà, on a marqué en séance un record à 7387 points et en clôture pour le CAC 40 cash à 7366 points. Le CAC 40 dividende réinvesti, lui, avait déjà battu son record historique il y a quelques jours de cela, à la veille d'une échéance mensuelle. Je le rappelle, ce sera une journée dite des 3 sorcières demain sur les marchés boursiers. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bertrand Puif, Fidelity, Bastien Dru, CPR Asset Management et Gilles Guibou, AXA IM.